Alors, au cœur de cette crise, il y a la défaillance des marchés financiers. Mais, comme je le montrerai, il n'y a pas que ça. Mais commençons par la défaillance des marchés financiers. Et pour le profane qui se pose la question de savoir à quoi sert un marché financier, on peut commencer pour présenter très simplement les choses par dire qu'un marché financier, ça sert en théorie à drainer l'épargne, c'est-à-dire la partie du revenu qui n'est pas consommée, vers les projets d'investissement de ceux qui ont besoin de fonds et vers les projets de consommation de ceux qui également ont besoin de s'endetter pour acquérir tel ou tel bien. Ça sert à ça, l'épargne, a priori. Alors, la religion qui s'est développée au cours de ces 25 dernières années, ça a été de considérer que la façon la plus efficace est de drainer l'épargne vers les meilleurs projets de dépenses des agents économiques, comme disent les économistes, c'est de le faire dans le cadre de marchés financiers dérégulés. Je rappelle qu'auparavant, les marchés financiers étaient régulés, qu'on mobilisait tout aussi bien l'épargne pour financer les projets de consommation et d'investissement, et que pendant 30 ans, après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu une période de croissance relativement stable, sans crise financière. Bon, on s'est mis à déréguler les marchés. On a pensé, au début des années 80, à droite comme à gauche, que en décloisonnant les marchés, c'est-à-dire en levant le contrôle du capital à la frontière des économies, en désintermédiant la finance, c'est-à-dire en procédant à la désintermédiation bancaire. Avant, on était obligé de passer par les banques pour entretenir n'importe quelle activité financière. Et puis en déréglementant les produits financiers, on allait accélérer la mobilisation de l'épargne mondiale pour financer les meilleurs projets. Et puis on pensait que les agences de notation privées, naturellement, en notant les risques qui eux-mêmes étaient triés par catégorie, eh bien, que ces agences allaient pouvoir dire aux épargnants quels sont les produits plus ou moins risqués qu'il fallait acheter. Bon, donc on a dérégulé les marchés. Pendant ce temps-là, on a pensé de la même façon que accorder le pouvoir aux marchés financiers dans les entreprises elles-mêmes, dans le cadre des privatisations, ça allait permettre de sélectionner là aussi les meilleurs choix en matière d'investissement dans l'économie réelle. Et donc, il y a eu une certaine religion de l'efficacité du capitalisme financier qui s'est imposée partout dans le monde. Et qui se traduit d'une part par la déréglementation des marchés financiers, et deuxièmement par le fait que toutes les entreprises cotées sont devenues des entreprises à l'anglo-saxonne, dirigées par des fonds de pension détenant une fraction très faible du capital des entreprises, mais diversifiant leur portefeuille en détenant beaucoup d'entreprises dans leur portefeuille, et dont la durée de détention des actions était très courte, ces fonds de placement. Bon, donc tout ça s'est développé au cours de ces 25 dernières années, et puis on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a certaines limites. Que s'est-il passé fondamentalement sur les marchés financiers au cours de cette crise? Eh bien, les marchés financiers se sont trompés. Pas seulement les banques. On peut penser que les banques se sont trompées, se sont accordé des crédits risqués, puis bon, manque de peau, les ménages pauvres n'ont pas réussi à rembourser leurs crédits, et puis les banques sont tombées pour certaines en faillite, et puis
on passe l'éponge et on recommence. Ben non, c'est tout le marché financier qui s'est trompé. C'est l'ensemble du système financier qui a plongé dans cette affaire. On a commencé par accorder des crédits dits risqués aux ménages pauvres, qu'on a fait rêver. On a fabriqué des pauvres aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis, comme je vous montrerai dans un instant. Pour consommer, les ménages pauvres et les classes moyennes ont dû s'endetter, et cet endettement a été alimenté par le crédit hypothécaire, lui-même encouragé par la machinerie financière d'un marché financier dérégulé. C'est ça qui s'est passé. On a accordé des crédits à des ménages qui n'avaient pas d'apport. En France, vous êtes obligé d'avoir un apport quand vous achetez un appartement. Là, dans le cas présent, on a permis aux ménages qui n'avaient pas d'apport, eh bien, d'acquérir des biens immobiliers. Ça s'est fait moyennant le crédit hypothécaire, c'est-à-dire le fait que ces crédits soient gagés sur la valeur future des biens en question. Alors, tant que les marchés sont haussiers, c'est-à-dire que le marché immobilier est orienté à la hausse, quand les ménages n'arrivent plus à payer, les banques récupèrent les hypothèques avec une plus-value. Donc, peuvent rémunérer les épargnants à qui elles ont, comme je vais le dire dans un instant, titrisé les créances, et tout le monde peut s'engraisser sur le dos du pauvre qui n'a pas réussi à payer. Bon, mais le jour où le marché devient baissier parce que le pauvre n'arrive plus à payer, et parce que les taux d'intérêt ont été orientés à la hausse, soudainement, eh bien, la banque récupère des moins-values, puisque les hypothèques valent beaucoup moins, et puis, ce qui était une poule aux œufs d'or devient subitement une pomme pourrie que plus personne ne veut acheter. C'est ça qui s'est produit. Alors, si on entre un peu dans les détails pour le profane, voyons un peu cette machinerie financière. Et qu'ont fait les banques exactement? Elles ont racheté les créances des sociétés de crédit qui ont accordé le crédit hypothécaire. Elles ont, comme on dit, titrisé ces créances. C'est-à-dire qu'elles les ont revendues aux épargnants du monde entier. Mais auparavant, elles les ont découpées. Elles les ont découpées, elles ont mélangé avec d'autres créances accordées à d'autres types d'activités que les crédits immobiliers, et elles les ont impactées dans des produits dérivés de crédit, en sélectionnant les risques, en triant par classe de risque les créances qu'elles revendaient aux épargnants du monde entier. Donc vous avez trois types de risques. Vous avez les risques seniors, qui sont les créances les moins risquées mais les moins rémunératrices. Vous avez les risques mezzanines, qui sont les risques moyens et moyennement rémunérateurs. Et puis vous avez les risques dits equity, qui sont les plus forts risques et fortement rémunérateurs. C'est ce qu'on appelle les subprimes. C'est le crédit hypothécaire qu'on appelait subprime parce que c'est du crédit à taux variable, donc fixé à partir du taux court sur le marché interbancaire, le taux court étant calé sur le taux fixé par la Banque centrale, sur lequel on ajoute une prime de risque, c'est-à-dire un subprime pour accorder les prêts risqués aux épargnants. Donc, vous avez ces trois types de risques, vous les empaquetez dans un produit financier, et puis plutôt que de garder la créance que vous avez rachetée aux sociétés de crédit dans votre actif, vous allez la refourguer aux épargnants du monde entier.
C'est-à-dire que vous allez diversifier, enfin, découper en petits morceaux les créances et puis les empaqueter et les refourguer. Alors, quel est l'avantage pour les banques de faire ça? Le premier avantage, c'est, comme elles disent, de disséminer le risque. C'est qu'en le découpant en petits morceaux, vous pouvez le faire porter par une multitude d'épargnants. Et donc, s'il y a un ménage qui ne peut pas payer sa traite, bon, c'est un petit bout de risque que vous allez refourguer un épargnant lambda du monde entier, et bon, peut-être que les autres que vous aurez refourgués ailleurs pourront continuer à payer, mais vous aurez ainsi disséminé le risque. Le deuxième avantage, c'est que, en faisant ça, il y a un afflux de liquidité de l'épargne mondiale vers les produits que vous engendrez. Tant que c'est haussier, tant que ça rapporte du fric, parce que les biens immobiliers sont à la hausse et que les ménages pauvres arrivent à payer leur crédit, quand ils n'y arrivent plus, si les banques récupèrent leur hypothèque avec des plus-values, elles peuvent filer de l'argent aux gens qui ont acheté leurs produits dérivés. Et puis vous avez des Kerviel qui, donc du coup, peuvent engager des milliards qui rapportent de la plus-value tant que les marchés sont haussiers. Donc là, c'est de la vache à lait. Mais le jour où ça se retourne, naturellement, c'est pomme pourrie pour le système financier mondial. Mais tant que ça marche, vous avez les Kerviel qui vous apportent des flux de liquidité, qui achètent ces produits. Donc c'est autant de liquidités qui vous permettent de continuer les prêts risqués que vous faites aux ménages pauvres. Donc deuxième avantage, ça démultiplie les activités de crédit des banques en question, que cette titrisation. Troisième intérêt, et ça personne n'en parle, c'est que la titrisation permet de sortir des bilans des banques les créances qu'elles ont achetées aux sociétés de crédit, puisqu'elles ont vendu ces créances sous forme de produits dérivés. Donc ce n'est plus dans le bilan. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est que vous avez des normes comptables, des règles prudentielles, dit-on, qui sont imposées par la Banque des règlements internationaux, qui est l'institution qui régule le marché financier international, d'une façon très libérale, mais qui impose quand même des normes comptables. C'est-à-dire que les banques sont tenues de détenir 8% de leurs engagements sous forme de réserve en capital. Donc on ne peut pas engager plus de 8% de ces réserves en capital en crédit. Là, si vous sortez de votre bilan les crédits douteux que vous avez faits et que vous les refourguez sous forme de produits dérivés à la Société Générale, au Crédit Agricole, à la Natixis, etc., la banque américaine ne les a plus dans ses actifs. Il faut regarder quelqu'un d'autre. Et elle pourra toujours dire, regardez, j'ai 8% de réserve en capital, et je peux continuer, par conséquent, mes activités de crédit. Donc vous voyez, le troisième avantage, c'est que ça permet de contourner les règles prudentielles imposées par les normes de Bâle 2, comme on dit pour ceux qui connaissent, et qui imposent un certain nombre de contraintes pour éviter que les banques n'engagent trop de crédits risqués. Là, elles peuvent engager tous les crédits risqués puisqu'elles les refourguent en aval aux épargnants du monde entier qui leur apportent des liquidités tant que ça leur rapporte. Alors Château de Cartes ne s'arrête pas là, puisque ensuite, ceux qui achètent les produits dérivés, où il y a les différentes classes de risques, vont eux-mêmes titriser ces produits et les refourguer à d'autres. Et puis ces autres, ils vont chercher à s'assurer quand même, parce qu'ils se disent, le jour où, au début de la chaîne, ils n'arrivent plus à payer les pauvres, et que la banque n'arrive plus à payer aux hedge funds, et que le hedge fund n'arrive plus à me payer, je suis dans la cagade. Donc il faut que je m'assure. Donc je vais passer contrat avec des sociétés d'assurance. Et donc je vais payer à ces sociétés d'assurance des contrats, des produits, ce qu'on appelle les CDS,
Credit Default Swap, CDS, qui eux-mêmes ne sont aucun acteur financier avec des fonds propres. Ce sont des épargnants quelconques qui vendent ces produits, qui encaissent les cotisations de ceux qui veulent s'assurer. Mais le jour où il y a un défaut de paiement, elles n'ont pas de fonds propres pour les rembourser. Si bien qu'en bout de chaîne, on ne sait plus du tout qui porte le risque. On a disséminé le risque, mais on ne sait pas qui porte le risque. Et le jour où, en début de chaîne, on ne paye plus, en bout de chaîne, celui qui porte le risque et qui doit assurer tout le monde, il ne peut pas le payer, parce qu'en plus, il n'a pas les fonds propres pour. Donc vous avez tout qui s'effondre comme un château de cartes. Et c'est exactement ce qui s'est passé, avec ce que l'on appelle les MBS, Mortgage Backed Securities, qui sont les subprimes, crédits immobiliers émis par les sociétés de crédit, titrisés par les banques, retitrisés sous forme de ce qu'on appelle de CDO par les hedge funds, et puis assurés sans fonds propres par d'autres hedge funds sous forme de CDS. Alors ça s'est cassé la figure. Et c'est devenu des pommes pourries. Mais vous n'avez pas que ça. Vous avez des bombes à retardement qui vont exploser dans l'année, si ce n'est dans les 2 ans. C'est pas terminé cette affaire. Là, je vous parle des crédits immobiliers. Vous avez d'autres produits. Vous avez les crédits de consommation courante qui, de la même façon, ont été titrisés et dont les risques ont été disséminés. Ça va péter à la figure du système financier américain. Vous avez les LBO, qui sont des achats d'entreprises gagés sur la valeur future de ces entreprises. Alors imaginez ce qui va se passer, puisque la valeur future des entreprises est en train de s'effondrer en bourse. C'est-à-dire tous ceux qui ont acheté les entreprises dans le cadre de fusion-acquisition vont perdre de l'argent. Et donc ils vont finir par mettre ces entreprises en faillite pour pouvoir rembourser leurs créanciers. Et donc là, vous avez autant de bombes à retardement qui ont explosé parce que la machinerie financière a démultiplié le crédit, alors que dans l'activité réelle, rien ne justifiait les plus-values qui ont été réalisées dans la sphère financière. Voilà ce qui s'est passé, mais c'est très facile à comprendre en ce qui concerne le crédit hypothécaire. Au bout d'un moment, les pauvres n'ont plus réussi à payer, notamment lorsque les taux courts américains se sont relevés, le marché immobilier s'est retourné, les banques n'ont pas réussi à récupérer les plus-values, et du coup, elles ont réalisé des pertes. Leurs valeurs ont été attaquées en bourse, c'est-à-dire tout le monde s'est mis à revendre les valeurs bancaires, donc elles se sont effondrées. Donc, comme les valeurs bancaires sont effondrées et que dans les normes comptables, elles sont évaluées à la valeur du marché, et bien ce que l'on appelle leur ratio de solvabilité, les fameuses règles prudentielles dont je parlais tout à l'heure, se sont elles-mêmes abaissées, ces ratios de solvabilité. Et du coup, si votre ratio de solvabilité diminue, c'est-à-dire que si votre réserve en capital qui était de 8% fond à 4% parce que votre valeur en bourse a baissé de moitié, vous ne pouvez plus accorder les crédits que vous accordiez auparavant. Donc vous êtes obligé d'aller chercher des liquidités sur le marché interbancaire, et donc vous êtes obligé d'augmenter vos fonds propres pour améliorer votre ratio de solvabilité. Problème, sur le marché interbancaire, plus personne ne vous prête. Parce que les banques se défient les unes les autres. Les banques savent que la voisine a des pommes pourries dans son actif, et que si on lui prête, on n'est pas sûr de revoir son argent. C'est pas seulement une crise de confiance, comme disent les journalistes, c'est une crise de solvabilité. Les bilans sont pourris. Bon, ne rembourserez pas ce qu'on leur prête aujourd'hui. Deuxième problème, la dégradation des fonds propres. Tout le monde spécule contre les fonds propres des banques. Grosso modo, tout le monde revend les valeurs bancaires. Donc ça s'effondre. Donc il faut recapitaliser.
Donc vous comprenez que dans ces deux conditions, on va appeler les banques centrales et l'État au secours. Les banques centrales sont massivement intervenues, premièrement pour abaisser le taux d'intérêt, parce que le taux d'intérêt, le taux directeur de la Banque centrale, c'est le taux sur lequel est calé le taux du marché interbancaire, c'est-à-dire le taux sur lequel, sur le marché sur lequel les banques se prêtent de l'argent. Et donc, les banques centrales ont baissé massivement les taux, même la Banque centrale européenne qui était réticente au début. Ça n'a pas suffi, tellement la crise de solvabilité et de confiance était importante. Et donc les banques sont allées se refinancer directement au guichet des banques centrales, qui elles-mêmes ont injecté massivement des liquidités, c'est-à-dire qu'elles ont accordé des prêts directement aux banques hors marché interbancaire, moyennant prise en pension dans leurs actifs, des produits les plus pourris. Mon collègue Frédéric Lordon appelle ça les nouveaux acquis du capital. On parlait d'acquis sociaux des travailleurs, on parle. Maintenant, c'est même plus ça. Il n'y a plus d'acquis des travailleurs. Maintenant, c'est les acquis du capital. Les nouveaux acquis du capital, c'est quoi? C'est que la Federal Reserve Board américaine a créé une caisse, une banque centrale bis, pour prendre en pension les crédits les plus pourris, les actifs les plus pourris des banques, les MBS, les subprimes très précisément, en contrepartie desquels, elle va accorder des crédits aux banques. En France, dans le plan de sauvetage des banques, en Europe, on a fait exactement la même chose. On a créé des banques centrales bis, la caisse de refinancement, le fameux 360 milliards qu'il faudra bien un jour recapitaliser. C'est une banque de France bis qui va prendre en charge dans ses actifs des produits pourris en contrepartie de crédits qu'on va accorder. Donc les banques centrales sont allées très loin dans l'acceptation des créances, des dettes douteuses des banques qui voulaient se faire refinancer. Donc on a fait ça, on a injecté des liquidités, et puis les États eux-mêmes sont intervenus pour socialiser les pertes dans un premier temps. Le premier plan Paulson, secrétaire d'État, secrétaire au Trésor très conservateur, M. Henry Paulson, a socialisé littéralement les pertes à hauteur de 750 milliards de dollars. C'était une caisse de défaillance qui consistait à racheter toutes les pommes pourries en pensant qu'une fois qu'on les avait rachetées, les banques pourraient repartir comme avant. Manque de peau, comme le disait le prix Nobel Joseph Stiglitz, ceci revenait à perfuser un malade victime d'hémorragie interne. Et ce qui s'est passé, c'est que les bilans des banques étaient tellement dégradés que même en rachetant les pommes pourries, elles continuent à perdre de l'argent parce que les subprimes ne sont pas les seules créances douteuses qu'elles détiennent, elles ont perdu de l'argent par ailleurs, et compte tenu de la spéculation contre les valeurs bancaires, il a fallu que l'État nationalise. Donc on a remis 250 milliards de dollars aux États-Unis, et en Europe, dans le cadre des plans de sauvetage, il a fallu nationaliser les banques. L'artisan de ces plans, c'est M. Gordon Brown, ministre travailliste appartenant au New Labour, le très moderne New Labour qui condamnait les nationalisations et l'intervention de l'État il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps, et qui aujourd'hui est véritablement l'artisan, parce qu'il a conseillé M. Paulson, et que c'est lui le véritable artisan, plus que Nicolas Sarkozy, du plan de sauvetage des banques européennes. Donc c'est lui véritablement qui a échafaudé les plans de sauvetage avec les deux caisses, c'est-à-dire les banques centrales bis prenant en charge les actifs les plus douteux en contrepartie de crédit, et puis les caisses de renationalisation, parce qu'il faut appeler un chat, où l'État entrait à nouveau dans le capital des banques pour régler à la fois la crise de solvabilité et la crise de confiance. Bon, sauf qu'en France, on est entré au capital des banques, on a recapitalisé les banques sans entrer au capital des banques. Ce qui fait qu'on a, personne ne dit, on a gâché 10 milliards. Il
je dis ça comme ça, on a mis 10 milliards et demi dans le premier plan de sauvetage des banques pour les recapitaliser, 3 milliards à BNP, à la Société, 2 milliards et demi à la Société Générale, etc. Mais manque de peau, comme ces banques ont continué à perdre la moitié de la valeur en un mois, bah les 10 milliards ont fondu comme neige au soleil. Je vous signale qu'on a gâché 10 milliards et demi quand même, hein. Et que là on en remet 10 milliards et demi, sans entrer au capital des banques. Et que si demain la valeur de ces banques continue à fondre en bourse parce que les opérateurs les défient et parce qu'ils pensent qu'il y a des bombes à retardement qui vont finir par éclater, bah on aura à nouveau gâché 10 milliards et demi. On ferait du contribuable. Il était tellement plus simple que l'État, comme il l'a fait en Grande-Bretagne, entre au capital des banques, rassure, entre guillemets, les marchés, et puis modifie la politique de crédit. Parce que le fait que l'État entre au capital des banques fait qu'il n'exige pas que on rémunère les actionnaires parce qu'on craint que les actionnaires revendent leurs actions et aillent voir ailleurs. Là, si l'État entre, bah, il entre et puis il décide. Ce pas les actionnaires qui menacent de se tirer à tous les instants qui vont décider. À qui il faut accorder par ailleurs des dividendes. Bon, donc là, il y a un vrai débat qu'il faut mener sur le sauvetage des banques. Il y a un vrai problème où si l'État qui recapitalise n'entre pas au capital des banques, il ne réglera en rien le problème de crise de solvabilité et de crise de confiance envers les banques françaises aujourd'hui. Bon, alors ça c'est sur l'aspect financier. Il y a une véritable crise de liquidité aujourd'hui, au sens où, là j'ai été très technique, mais très concrètement, en bout de chaîne, il y a quoi? Il y a le fait que le particulier et l'entreprise qui veulent accéder au crédit n'y arrivent plus. Parce que les banques qui supportent des taux d'intérêt élevés sur le marché interbancaire, qui n'arrivent plus à trouver de liquidité parce que personne ne leur prête, eh bien, finissent par sélectionner très durement les clients auxquels elles vont accorder des crédits. Et pas seulement les PME. General Motors et Ford sont au bord de la faillite aux États-Unis parce que ces entreprises non seulement n'ont plus de clients pour leur acheter des voitures, mais parce que elles n'accèdent plus au crédit pour payer leurs dépenses courantes. Il arrive la même mésaventure aujourd'hui aux entreprises automobiles françaises, qui non seulement ont des capacités de production sous-utilisées, mais n'arrivent plus à payer leurs dépenses courantes. Je ne parle même pas de ce qui se passe pour leurs sous-traitants. Donc crise de crédit qui va avoir des répercussions dans l'économie réelle. Puisque s'il y a moins de crédit, il y a moins d'activités, et forcément, il y a des activités au ralenti et des entreprises qui ferment.